Eh bien, bonjour à tous pour un nouvel épisode des Jeudis de la FGC. Cette fois-ci, c'est la Commission Jeune qui a organisé la session de ce soir. Donc, je vais laisser tout à l'heure Julie et Jean-Baptiste présenter et la commission et la session d'aujourd'hui. Juste un petit mot pour vous dire que nous avons le programme des prochains webinaires de la FGC, les prochains jeudis. Le 7 décembre. C'est une session qui sera consacrée au déplacement du monument aux morts de Toulouse, qui a été déplacé d'une centaine de mètres. Julie connaît bien, je pense, c'est pas loin de chez elle. Ensuite, on aura au mois de janvier une présentation sur la thèse qui a eu le prix Hooper lors du dernier congrès AUGC-AFGC. C'est une thèse qui est consacrée à l'évaluation des performances structurales des charpentes métalliques anciennes. Ensuite, en février, on aura un webinaire consacré au pont de Brignoud. C'est un bowstring qui a subi un incendie. Et donc, c'est un webinaire qui vous présentera tous les diagnostics qui ont été faits pour déterminer la pérennité de la structure et les travaux qui sont envisagés derrière. Ensuite, on prévoit une session sur des travaux réalisés en Norvège par Eiffage au mois de mars. Et puis un point sur le groupe de travail de éco-conception des ouvrages, un groupe de travail de l'AFGC en avril. Voilà, ensuite on a pas mal de choses en réserve, mais on aura le temps d'y revenir. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Julie, qui est la présidente de la commission jeune de l'AFGC. Merci Bonne soirée. Didier. Merci Didier. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par Jean-Baptiste Simon, le vice-président de la commission jeune à FGC. Et avec la commission jeune, on a monté ce webinaire sur le génie civil du nucléaire, un métier d'avenir le- pour évoquer les spécificités de ce secteur si particulier via des retours d'expérience croisés entre un jeune et un moins jeune. Donc, qui sont Nedra Abraham et Jocelyn Poulain, qui seront présentés par la suite. Donc, Jocelyn, est-ce que je peux te laisser défiler quelques slides? Je vous propose une petite présentation de l'AFGC, les petits rappels de qui nous sommes. Donc, l'AFGC, qui est un réseau d'acteurs et d'experts du génie civil depuis 1934, donc plus de 1500 adhérents et 40 manifestations sur tout le territoire. Donc, plusieurs acteurs, aussi bien de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des entreprises, des universitaires. Et on a pour ambition de contribuer au développement des matériaux et techniques et surtout des connaissances comme via ce webinaire. On a aussi, donc sur une slide suivante, on est un lieu d'échange. Donc, encore une fois, ce webinaire en est un exemple. Et dans les grands sujets donc de lieux d'échange, la commission jeune s'inscrit pour essayer d'attirer aussi de plus en plus de jeunes vers le génie civil. Bien sûr, il y a les sujets de diffusion de la connaissance et on se fait aussi relais des grandes associations sœurs à l'international. Je vous laisse. Voilà, donc la commission jeune en particulier est ouverte à tous les adhérents de l'AFGC de moins de 35 ans. Et notre objectif est de renforcer la présence des jeunes de moins de 35 ans, donc au sein des groupes de travail, des commissions et des délégations régionales. On organise depuis 2 sessions maintenant, et on essaye de le faire tous les 2 ans, un prix jeune AFGC, donc décerné à des jeunes ingénieurs pour leurs travaux, pour essayer de les encourager à valoriser leur travail. On organise aussi des workshops qui sont dédiés aux moins de 35 ans, et on est voilà, une petite communauté, mais dynamique, on essaye de créer un réseau convivial et malgré tout spécialisé. Voilà, donc si jamais parmi les auditeurs aujourd'hui, certains sont intéressés pour rejoindre déjà d'une part la FGC et d'autre part la commission jeune, n'hésitez pas à revenir vers nous, alors via le site internet ou via nos contacts que vous avez nos noms affichés derrière nos têtes. Voilà, et pour rappel, l'adhésion pour les étudiants est gratuite et pour les moins de 35 ans, elle est à tarif réduit. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est bien le génie civil du nucléaire. Donc Jocelyn Poulain va introduire le sujet.
et je laisse Jocelyn se présenter, qui passera ensuite la main à sa jeune collaboratrice, Nedra Braham. Merci Jocelyn. bien, Julie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à la FGC de nous accueillir. Ça nous donne l'opportunité, effectivement, de présenter notre métier avec ses spécificités. Et puis, il y a des gros enjeux donc, pour notre avenir. Et vous en faites partie. Ce seront vous les acteurs de l'énergie de demain. Voilà. Alors, moi, je vais me présenter très, très rapidement. J'ai fait un parcours, je pense, assez classique, école d'ingénieur et puis un master. Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas master, mais on va dire un master au Chèque, chez BAP. Et puis, c'est là que j'ai connu mes futurs employeurs, puisque mon prof de béton armé m'a embauché chez CETEC. Et donc, j'ai fait toute ma carrière chez CETEC sur des projets très variés, en exécution, maîtrise d'œuvre, travaux, en conception. Et puis, donc, depuis quasiment 20 ans, je me suis un peu spécialisé dans le domaine du nucléaire parce que c'est un domaine qui est très exigeant, qui fait appel à beaucoup de technicité et puis qui regroupe beaucoup d'interlocuteurs. Voilà, donc avec des métiers très différents. Et donc c'est ça qui m'a plu dans le nucléaire. Alors on va vous faire une petite présentation d'abord du contexte du nucléaire, avant effectivement de parler de l'expérience de Nedra et puis des chantiers qu'elle est en train de vivre en fait. Voilà. Alors, les principes généraux, je pense que vous les connaissez, hein. Donc, les centrales nucléaires eh bien, reposent sur le principe de la fission, hein, où on utilise des noyaux d'uranium qui sont bombardés par des neutrons. Et ce bombardement de neutrons produit bien sûr des produits de fission et puis surtout de l'énergie. Alors, chose importante, c'est qu'un neutron, dans sa réaction, va engendrer trois autres neutrons. Donc, ils vont eh bien, se collisionner avec d'autres noyaux d'uranium. Donc c'est une réaction en chaîne, il faut bien sûr la maîtriser. Voilà. Le fonctionnement d'une centrale, je pense que j'avais dû voir ça déjà également un peu. Il y a trois circuits en fait globalement. Il y a un circuit primaire dans lequel en fait qui est au contact de la cuve qui contient les combustibles nucléaires. Donc ce circuit primaire contient de l'eau chaude sous pression et ce circuit primaire eh bien, va rentrer en contact avec un circuit secondaire d'eau, donc qui va monter également en température pour créer de la vapeur. Et la vapeur va créer eh bien, la rotation des turbines. Ensuite, cette vapeur sera condensée grâce à un circuit de refroidissement, on appelle ça la source froide. Et puis, cette eau qui va être refroidie va retourner eh bien, dans le cœur de la centrale pour être réchauffée par le circuit primaire. Donc voilà le fonctionnement très simplifié, on va dire, d'une centrale nucléaire. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le rendement d'une centrale nucléaire, tout compte fait, il est de 35%. C'est-à-dire, si j'installe 1000 mégawatts de puissance du réacteur, eh ben, je vais obtenir 350 kilowatts, 350 mégawatts, pardon, à la sortie. Donc, c'est le rendement classique de tout ce qui est lié à la vapeur, en fait, hein, comme le charbon ou le gaz, quoi. Voilà. Alors, par contre, le nucléaire, il a quand même un grand avantage, c'est qu'il est très dense en énergie. Là, je vous ai mis quelques comparaisons entre le bois ou le charbon, les hydrocarbures et puis l'énergie qui est contenue dans une pastille d'uranium qui va servir aux centrales. Voilà. 1 kilo d'uranium, c'est 4 millions de mégajoules, 16 millions 16 mégajoules par contre pour le bois. Donc, vous voyez, les échelles sont tout à fait différentes, en fait. Autre particularité également du nucléaire, c'est quand même une énergie qui dégage relativement peu de CO2. Donc là, vous avez ici le dégagement de CO2 ou d'équivalent CO2 par kilowattheure en tenant compte du cycle de vie, c'est-à-dire la construction des centrales, par exemple, le démantèlement, ça reste encore peut-être sujet à discussion. Voilà. Mais vous voyez également donc que le nucléaire se place en top position, on va dire, parmi les énergies les moins polluantes en termes de dégagement de CO2. Voilà, avec égalité avec l'éolien marin. Voilà. Et vous voyez bien sûr que les hydrocarbures, charbon et gaz, dégagent le plus de CO2. Alors, en termes de coût de l'énergie nucléaire par rapport aux autres coûts. Alors, effectivement, le charbon et le gaz sont des énergies qui sont pas très très chères et c'est des matériaux qu'on trouve en abondance, hein. C'est pour ça que c'est encore fortement utilisé. Mais le nucléaire, notamment en France, où on a un parc existant qui est installé, qui est quand même rentabilisé, eh bien l'énergie nucléaire coûte relativement peu cher, on va dire.
Voilà. Et elle arrive en concurrence avec d'autres énergies, l'énergie éolienne notamment. Alors, il faut faire une différence entre l'énergie éolienne marine et l'énergie éolienne terrestre. Hein, l'énergie éolienne marine coûte plus cher, et bien à cause des infrastructures qui sont quand même plus importantes et l'éloignement des sources de distribution. Voilà. Donc c'est important d'avoir un peu ces chiffres, hein. Donc si on fait un petit résumé globalement de l'énergie nucléaire, son plus, c'est quand même une énergie à bas carbone. Et ce qui est surtout important quand même de notre point de vue dans nos pays, c'est une énergie qui est pilotable. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser la puissance tout au long de l'année. Là, je vous ai mis un petit schéma à droite, là en haut, qui vous montre la puissance délivrée par le parc éolien, bon, en 2014. Et vous voyez, c'est très très variable bien, en fonction des conditions de vent. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, l'énergie éolienne est très intéressante parce qu'elle coûte relativement peu cher, elle dégage peu de CO2. Son défaut, pour l'instant, c'est d'être peu pilotable. Donc, il faut chercher un mixte, effectivement, entre toutes ces énergies. Alors, autre chose aussi, excusez-moi, je voulais vous dire aussi, l'énergie éolienne a quand même des points, points sensibles, il ne faut pas se voiler la face non plus. C'est d'abord la maîtrise de la réaction nucléaire, bien sûr. Donc là, il y a des tas de moyens de sûreté qui sont installés au cœur de la centrale pour remédier à ça. Et puis l'autre point aussi sensible, c'est la gestion des déchets. Donc pour l'instant, on a prévu tous les déchets sont stockés dans des piscines hein, ou en profondeur faible ou en surface. Il est prévu, vous allez voir, un projet de stockage en grande profondeur, mais bien sûr réversible. Alors quand on parle de nucléaire, il faut savoir que les accidents nucléaires ont causé très très peu de morts quand même s'il y a des accidents un peu malheureux, forcément. Je vous ai mis en rappel le nombre de morts tous les ans qu'il y a dans les mines de charbon, quoi. C'est entre 5 000 et 10 000 hommes par an. Alors, si on fait une petite histoire de l'atome en France, c'est intéressant de voir ça. L'histoire de l'atome a démarré dans les années 60, on va dire, où on a construit les premiers réacteurs graphite gaz. Et puis surtout, le grand développement du parc français, il est démarré en fait après le choc pétrolier de 1973, où en fait on a construit 58 réacteurs. C'était le plan Mesmer qui a été lancé en 1974. Donc on a construit 58 réacteurs entre 1975 et 1999. Donc ça fait 58 réacteurs en 25 ans. Je ne sais pas si on s'imagine ça à l'échelle d'aujourd'hui. Il faut savoir que Flamanville, il est en construction depuis 18 ans, quoi, on va dire. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même tirer le chapeau quand même à nos aînés qui ont réussi à construire autant de centrales en si peu de temps. Donc l'avenir, c'est le présent, on va dire, c'est la construction de 6 centrales, hein, qui vont être construites à Penly. Hein, donc ça a été annoncé ces dernières années là par le gouvernement. Il va y avoir 2 centrales à Penly, 2 centrales également de réacteurs à Gravelines. Vous les voyez, je ne sais pas si on voit ma souris, hein, Gravelines c'est au nord, Penly c'est en Normandie, et puis 2 autres centrales vers le haut de la vallée du Rhône à Bugey. Voilà. Alors, donc ça, c'est les 6 EPR qui sont déjà, on va dire, décidés sur le plan politique. Il est prévu d'en construire quand même 14 autres, 8 autres, pardon, à la suite, en option. Il y a d'autres aussi réacteurs qui sont dans les cartons, si on peut dire. Vous avez peut-être entendu parler des SMR, les Small Modular Reactors, hein, qui sont en fait des réacteurs à plus faible puissance, destinés à remplacer les centrales à charbon ou au gaz, notamment dans le reste de l'Europe, en fait. Hein. Dans l'Europe centrale, il n'y a pas beaucoup de nucléaire, par contre, il y a beaucoup de centrales à charbon. Et les puissances installées, c'est de l'ordre de 300 mégawatts. Voilà. Il y aura aussi, je ne l'ai pas noté là, mais il y aura aussi ce qu'on appelle les AMR, pardon, AMR, c'est les Advanced Modular Reactors. Ça, ce seront des petits réacteurs hein, qui sont destinés à alimenter des installations industrielles, type installation portuaire, qui a besoin d'une puissance encore plus réduite. Enfin, à long terme, on travaille déjà sur la fusion. Vous avez dû entendre parler du projet ITER, hein, qui est un projet international cofinancé par une dizaine de pays, je pense, et donc qui est situé à Cadarache, dans le sud de la France. Et donc là, l'idée, c'est de non plus avoir recours à la fission, mais avoir recours à la fusion, et donc avec beaucoup moins de problématiques de déchets nucléaires.
Voilà. Donc ça, c'est encore un domaine de recherche. Il y a un démonstrateur donc en cours de construction. Et si ça marche, eh bien, ce sera très très positif pour l'avenir. Alors, on voulait vous présenter également les acteurs du nucléaire. Vous les connaissez, vous en connaissez certains, notamment EDF, qui est le principal euh, euh, acteur du nucléaire. Donc, il est exploitant et producteur, mais il y en a d'autres. Il y a Orano, vous avez dû en entendre parler peut-être. Orano s'occupe du cycle du combustible, c'est-à-dire depuis les mines d'extraction, eh bien jusqu'à l'enrichissement du minerai d'uranium et une fourniture de produits chimiques pour Framatome qui va construire les combustibles. Orano aussi intervient ensuite dans le retraitement des déchets, des combustibles qui sortent de centrales. Donc vous avez Framatome également. Donc Framatome, donc lui, va créer des combustibles pour les centrales. Donc ça va se passer à Romans. Et bien sûr, Framatome fournit les chaudières pour les centrales nucléaires. Le CEA également est un acteur important dans le domaine de la recherche et de la défense. Voilà. Et enfin, l'ANDRA va lui s'occuper de l'inventaire de tout ce qui est radioactif en France, y compris le radioactif pour le médical. Et il est en charge également des installations qui sont situées à Bure pour l'enfouissement des déchets en grande profondeur. Voilà. Alors, les associations, vous avez des associations qui nous permettent de regrouper les principaux acteurs du nucléaire, donc c'est intéressant de les avoir en tête. Il y a l'AFSEN et puis le GIFEN. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais vous l'aurez peut-être dans une présentation en plus. Il y a également l'Université des métiers du nucléaire, l'UMN, ça s'appelle, qui vous donne un parcours des métiers du nucléaire pour ceux qui se chercheraient dans le nucléaire. Donc, en termes, je l'ai mis là, excusez-moi. Voilà, les filières de formation. Donc, les principales filières de formation, en fait, il faut savoir que le nucléaire n'était pas forcément très, très bien organisé, puisqu'il y a eu un arrêt de la production pendant 30 ans, tout compte fait. Donc, les écoles d'ingénieurs classiques, sont pour les ingénieurs, sont les principaux pourvoyeurs. Il faut savoir quand même qu'il y a 2 chaires qui sont un peu spécialisées dans le domaine nucléaire. À l'ESTP, il y a une chaire GC nucléaire. Et puis à l'école des ponts et l'école centrale, il y a un master GCGE qu'on appelle, voilà, qui sont dédiés au nucléaire. Bon, c'est des masters qui sont appréciés, mais sachez que ce n'est pas du tout bloquant. Il faut savoir qu'on a aussi au niveau des bureaux d'études des formations continues, des formations pour les jeunes ingénieurs. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème pour assurer la formation et faire de vous de bons ingénieurs dans le domaine du nucléaire. C'est pas du tout bloquant. Voilà. Et donc, comme je le disais, effectivement, l'Université des métiers du nucléaire, pour ceux qui veulent avoir un panel un peu plus large de tous les métiers du nucléaire. Alors, on voulait vous présenter également le génie civil dans le nucléaire et les particularités du génie civil dans le nucléaire. Alors, c'est d'abord des exigences qui sont très très fortes, forcément liées à la sûreté. Donc, une centrale renferme effectivement des produits radioactifs et donc elle doit être capable de résister à des tas de chargements que j'ai appelés exotiques, qui sont le séisme, les explosions, des tornades, des impacts, des températures extrêmes. Donc tout ça fait que, on a des cas de charge qu'on ne voit pas de manière commune, on va dire, dans le bâtiment, par exemple. Voilà. Donc ce métier-là fait appel à des chargements très très particuliers. Donc avec des méthodes de calcul avancées, donc bien sûr les calculs aux éléments finis, et puis surtout la continuité numérique. On a mis ça en place depuis les EPR en Angleterre, là qu'on construit. On s'efforce d'avoir une continuité numérique entre le fournisseur d'une maquette, donc notamment EDF ou Orano, Framatome, et bien jusqu'à la fourniture des plans. Alors maintenant, on ne fournit plus des plans, on fournit des maquettes, et c'est l'entreprise qui va exploiter ces maquettes pour construire sa centrale. Voilà. Et donc, vous voyez ici tout le cheminement en bas à droite, entre une maquette d'un installateur et puis les plans qui vont permettre de construire une centrale. Et donc, nous, on est au cœur de ce système pour faire les calculs et fournir les plans aux constructeurs. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est que dans ce métier-là, on est en interaction avec tout le monde, avec l'entreprise et avec aussi notre maître d'œuvre, EDF la plupart du temps. Et on a besoin de travailler ensemble, la plupart du temps sur des plateaux communs, parce que ce sont des projets très complexes, il y a beaucoup de métiers qui interviennent et il y a souvent des modifications. Donc, il faut être très réactif et donc c'est très intéressant de travailler ensemble sur un plateau. Voilà. Donc, on parle de notion d'entreprise étendue, en fait. Et ça, c'est souvent mis en œuvre sur des très, très gros projets, en fait.
Alors, puisqu'on parlait de gros projets, là, vous avez quelques images des EPR qui sont en train d'être construits en Angleterre. Vous voyez, il y a eu 5000 personnes, c'est monté jusqu'à 10 000 personnes à Bristol, sur HPC, Hinkley Point, où on construit 2 centrales avec des méthodes de construction innovantes. Vous voyez en haut ce qu'on appelle un liner, c'est une enceinte métallique au cœur du réacteur, qui est montée avec des énormes grues, un big carl, qui est capable de supporter des centaines de tonnes. Vous voyez aussi des techniques innovantes en termes de préfabrication. On ne coule plus de manière traditionnelle le béton, on vient préfabriquer des pièces dans des ateliers dédiés, et ensuite on vient les poser comme des Legos, si on peut dire, pour construire de manière plus rapide et moins aléatoire la centrale. Voilà. Donc, innovation en termes de calcul et puis aussi innovation en termes de construction. Alors, avant de laisser juste la parole à Nedra qui va se présenter, je voulais vous faire un petit zoom aussi sur le projet EPR HPC, Hinkley Point, que Nedra va vous présenter un peu plus en détail au travers de son expérience. C'est un projet qui a commencé en 2011, vous voyez, c'est des projets de longue haleine qui ont commencé par des calculs. Ensuite, on a fait, vous le voyez, des modélisations du ferraillage en 3D, vous voyez, avant de fournir les plans. Et puis, bien sûr, le chantier a démarré en 2018. Et là, on a mis quelques petites bannières avec nos équipes de CETEC qui sont eh bien, intervenues sur le chantier. Vous voyez également le nombre d'heures, 1 million d'heures de calcul, quasiment 2 millions d'heures de maquettes pour faire les maquettes, et quasiment 1 million d'heures d'ingénieurs, on va dire, et de projeteurs pour suivre le chantier actuellement. Voilà. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens de nationalités très différentes pour faire ce chantier-là. On a fait appel à des Polonais, à des Tunisiens, à des Roumains, il y a des Indiens, enfin voilà, c'est très très varié, et donc c'est aussi enrichissant. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on compte sur vous, parce que c'est vous qui allez bâtir le futur de notre énergie. Voilà, il y a des photos là des gens qui ont bâti notre parc, et puis vous avez quelques photos plus récentes de nos collègues chez CETEC qui sont sur le chantier HPC, et puis on espère que vous viendrez eh bien remplir, rejoindre nos équipes pour bâtir effectivement le futur énergétique. Je te laisse la parole, Edra, pour présenter ton expérience. Voilà. Super. Merci Jocelyn pour la présentation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Nedra Braham. Voilà. Alors, bonjour, je vais juste m'introduire rapidement. Jean-Baptiste Simon, je suis vice-président de la commission jeune, comme l'a dit Julie. Et du coup, comme on voulait organiser ce webinaire, c'était la première partie, moins jeune, entre guillemets, qui présente le nucléaire et son expérience. Et là, maintenant, on va passer à un temps d'échange avec Nedra pour qu'elle puisse nous faire son retour d'expérience. Et j'en profite vraiment pour la remercier sincèrement parce que c'est vraiment super qu'on puisse avoir son retour d'expérience. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu nous présentes tout simplement ton parcours académique et après professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur Hinkley Point, par exemple. Alors, comme j'ai dit, je m'appelle Nedra Abraham, je suis ingénieure génie civil chez CETEC Nucléaire depuis janvier 2019 exactement. Alors, mon parcours académique, je suis diplômée de l'ENIT, c'est l'école d'ingénieurs de Tunis. Après, j'ai fait un master spécialisé qui est le GCE, Génie civil européen, à l'école des ponts et chaussées. Comment je suis arrivée à CETEC Nucléaire? Donc, j'étais moi aussi embauchée par mes profs. Donc, je travaille toujours avec mes profs et j'apprends de mes profs ici à CETEC. Donc, en fait, j'ai rejoint CETEC Nucléaire, comme j'ai dit, en 2019 et j'ai travaillé pendant 5 ans, c'est-à-dire depuis 2019 jusqu'à 2023, que sur le projet HPC, Hinkley Point. C'est la construction de la centrale nucléaire EPR, voilà, Hinkley Point au Royaume-Uni. Donc, en quoi consistent mes missions? Alors, juste, je veux rappeler rapidement, peut-être à Jocelyn, il était un peu rapide. Le projet Hinkley Point C, il y a 3 missions différentes. Il y a 3, voilà, c'est ça. Il y a 3 contrats différents. Donc, je vais dire 3 missions différentes. La première mission, c'est quoi? C'est la mission de design. La mission de design, c'est là où on va faire des calculs pour les calculs, des calculs en utilisant ANSYS pour modéliser nos bâtiments et faire le calcul élément fini, voilà, pour dimensionner le ferriage qu'il faut mettre en place, faire des vérifications en béton armé, etc.
La deuxième mission qui est la production des maquettes 3D et de ferriage et coffrage et le plan 2D. Et puis la troisième mission, c'est la mission sur l'ingénierie sur site, c'est-à-dire les modifications qui arrivent tardivement sur site, où il faut s'adapter et répondre aux requêtes de clients. Donc, pourquoi j'ai fait ce petit récap? Parce que juste pour vous dire que pendant les 5 ans, j'étais pas sur la même mission du tout, mais j'avais des tâches différentes. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé sur la première mission, qui est la mission de design. Donc, j'ai fait quelques modèles, voilà, sur ANSYS, j'ai modélisé quelques modèles sur ANSYS. Après, le post-traitement voir pour dimensionner le ferraillage. Des vérifications locales béton armé, comme on l'apprend à l'école. Après, petit à petit, on évolue, on a envie de faire autre chose. Donc, j'ai rejoint l'équipe sur site. Mais à cause du Covid, donc, je n'ai pas pu rejoindre l'équipe sur site parce que j'ai commencé à travailler sur la troisième mission en 2020, donc, mais j'étais à distance. Donc, pendant 3 ans, j'étais à distance, mais ça s'est bien passé. Et mes tâches consistent en quoi? Répondre aux requêtes de clients sur site. C'est-à-dire, alors, le projet il est en cours de construction, il y a des modifications très tardives qui arrivent et on est censé trouver une solution, voilà, répondre aux clients pour résoudre le problème. Ou bien aussi, il y a, par exemple, le constructeur, il identifie quelques non-conformités où nous, on doit répondre à cette question. Après, un moment, je suis devenue pilote de quelques bâtiments où il fallait assurer la liaison entre plusieurs parties prenantes, le constructeur, le client et les ingénieurs projeteurs. Et pour finir, j'essaie d'être rapide. Et voilà, depuis septembre 2023, j'ai basculé à travailler sur le PR2, la centrale nucléaire qui va être construite à Bonly. Et je suis pilote d'un bâtiment de la galerie précontrainte. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Du coup, là, comme l'a montré Jocelyn dans sa présentation, on imagine que tu as eu sans doute des énormes défis logistiques que tu as dû rencontrer, en fait, hein, vu l'importance des chantiers. Est-ce que tu en as quelques-uns en tête, peut-être à nous présenter, avoir des cas concrets? Oui, alors, lorsque vous me dites défi logistique, la première chose, je flash directement sur planning délai. Surtout que lorsqu'on travaille sur site, c'est normal que les clients ils nous envoient des requêtes, 5, 6, 7 requêtes le même jour, et ils te disent cette semaine, fin de cette semaine, le sujet il est super urgent, on va couler la dalle, on va couler le voile, donc il faut absolument répondre à sa requête, donc je ne peux pas tarder le chantier. Parce que pourquoi? Lorsqu'on dit EPR, c'est vrai que beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mais il ne faut pas se planter, il ne faut pas non plus tarder la construction, le chantier. Donc, il faut respecter le délai, respecter le planning, mais aussi il faut c'est-à-dire faire des livrables de qualité. Lorsque je dis qualité, ce n'est pas juste la qualité de la réponse, c'est-à-dire la qualité, je pas côté techniquement seulement, mais aussi comme on travaille dans le nucléaire, le processus de qualité il est très très rigoureux. Donc même pour envoyer au client, il y a 4 niveaux de contrôle pour répondre à une requête sur site, par exemple. Donc, moi, je me souviens, j'étais à un moment bloqué, je ne peux pas envoyer la réponse au client. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà pris en réunion et ne peut pas signer, alors que la requête, elle est urgente. Donc, c'est ça, pour moi, les défis logistiques. Après, peut-être, il y a un autre sujet que je veux partager avec vous. Donc, je ne sais pas, comme il a montré Jocelyn, je ne sais pas si vous arrivez à voir la grandeur du projet, il est vraiment pharaonique. Donc moi, au début, quand j'ai travaillé sur la première mission, j'étais à distance, je ne connais pas le projet, je n'étais pas jamais sur site, je vois juste des photos. Mais quand je suis allée, tellement c'est grand, donc on se déplace avec des bus sur site, c'est-à-dire pour aller d'un bâtiment à un autre, il y a vraiment des bus dédiés pour aller d'un area à un autre area, je vais dire ça. Donc, ou bien même pour aller voir un collègue, il faut prendre le bus carrément. Donc, voilà. D'accord, merci. Je sais
Je ne sais pas après si Jocelyn, peut-être, il voit autre chose ou peut-être j'ai oublié quelque chose. Non, 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 c'est effectivement, je pense que tu as bien résumé. C'est un chantier pharaonique qui doit être mené très rapidement et avec des exigences très très fortes en fait. Donc voilà. Donc en plus, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, on est français. Mais on travaille pour un client qui finalement est anglais, avec des autorités de sûreté anglaises et qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes habitudes que les autorités de sûreté françaises. Donc il y avait un niveau d'exigence et même des livrables, hein, on l'a vu, que nous, on ne fournit pas en France. Hein. Voilà, donc il y a les pratiques sont différentes et on a dû s'adapter aussi à ces pratiques, quoi. Et effectivement, le chantier, il faut aller voir. Moi, j'ai jamais vu autant de grues de ma vie. Hein. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et quand vous regardez, je sais pas, je reviens en arrière, voilà, celle-là, la Big Carl, hein, c'est énorme. Enfin, vous pourrez regarder sur Internet, vous tapez Big Carl, c'est fait par la société Sarance. Euh, c'est la grue la plus puissante au monde. Hein. Donc, ça soulève plusieurs centaines de tonnes. Vous voyez, là, la Préfa, elle fait 850 tonnes. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de grues qui sont capables de faire ça, quoi. Et quand on parle de logistique aussi, et c'est ça qui nous a permis aussi peut-être de progresser au travers de ce chantier et de faire progresser la France, c'est que l'Angleterre s'est tout de suite positionnée pour faire 2 réacteurs en même temps, parce qu'en fait, ça met en commun les moyens, quoi, en fait. Les moyens sont gigantesques. À la Bical, il y a des usines de préfa, etc. Donc, pour, on va dire, rentabiliser l'investissement, eh bien, on construit tout de suite 2 unités. Et c'est pour ça qu'en France, maintenant, on construit 2 unités à Panly, 2 unités à Gravelines, 2 unités à Bugey. Alors qu'il y a 15 ans, là, c'était 1 unité à Flamanville. Et c'est pour ça que ça coûte cher aussi, en fait. Là, je pense qu'on a appris avec les Anglais, eh bien, sur le fait d'investir tout de suite 2 unités, quoi. Tellement les moyens sont énormes. Juste, je complète aussi un truc. Lorsqu'on dit, on utilise des mots, un projet énorme, le plus grand projet de l'Europe, etc. Mais peut-être pour faire passer le message aussi, ou bien pour essayer d'imaginer un peu les choses, le radier, par exemple, il fait 5 mètres. On travaille avec des voiles 1 mètre, 1 mètre point 2. Donc, c'est ça l'ordre de grandeur de la structure. Oui, des barres de diamètre 40, ça, c'est... on tartine, voilà, les minutes de ferriage avec des barres c'est 40, c'est très normal, quoi. Ok, bah super, merci pour ces précisions. Est-ce que peut-être pour conclure, bah, je sais pas, peut-être des anecdotes ou nous parler, je sais pas moi, par exemple du vocabulaire un peu spécifique nucléaire ou des exigences particulières d'EDF ou je sais pas, j'ai des choses qui me viennent en tête. Peut-être que tu peux nous en parler, nous faire voilà, Alors, ton texte là-dessus, quoi. je ne sais pas si... bon, c'est juste un moment qui m'avait marqué, peut-être parce que c'était mon premier jour. C'est pas pendant la première mission, non, au contraire, quand j'ai basculé à travailler sur le 12-29, c'est le contrat, la 3e mission, c'est-à-dire la mission, l'ingénierie sur site. C'était en septembre 2020 exactement, et c'est-à-dire la pilote, elle était partie en vacances, etc. Donc, j'avais une requête, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé. Donc voilà, et on travaille avec beaucoup de nationalités, c'est 32 ou 33 nationalités, on travaille que en anglais. Réunion, la production des notes du calcul, les mails, tout est en anglais, tout. Mais en fait, le truc, c'est que le vocabulaire dans la première mission, c'est-à-dire ça reste du calcul, donc on a le vocabulaire, voilà, les mots techniques, mais sur site, c'est différent. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un du site qui m'avait appelé, donc le constructeur, quelqu'un voilà, de constructeur, et que là, je me rends compte que vraiment, on n'a pas le même vocabulaire. Il a commencé, déjà, il avait un accent british, et après, il a commencé à me parler du backpropping, etc. Moi, j'étais toute seule dans la réunion, donc le constructeur, il était en train de me parler comment faire. Et le backpropping, une sorte d'hésitation, voilà, pour supporter un voile, une poutre, voilà ce qu'on appelle des beams. Mais déjà, moi, je n'ai pas compris ce que c'est backpropping. Ben, en fait, il me dit, est-ce que moi, je veux utiliser des shorts ou bien backpropping? Pour moi, les deux, sont des étaillements. Je ne vois pas du tout la différence. Donc, il y a un certain moment, c'était ma première semaine, je vais dire, sur site. Il y avait un lexique appris que voilà, j'ai appris et j'ai commencé moi aussi à utiliser lorsque quelqu'un me fait la remarque. Donc, c'était ça. Après, l'autre anecdote, je dirais que quand j'ai fait la visite sur site,
Je me souviens, je voulais aller, c'était le matin, donc je suis arrivée, donc j'ai donné le passeport, etc., pour le check. J'avais 2 badges, j'ai perdu 30 minutes, voilà, pour le contrôle. C'est bon, je suis arrivée, je vais pouvoir commencer à travailler. Mais en fait, il faut être escorté tout le temps. C'est-à-dire, même pour aller prendre un café de la machine, il faut avoir quelqu'un avec moi. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'exigences, donc ce qui est normal. Mais ça, c'est peut-être au début, j'ai trouvé ça bizarre, mais après, je me suis habituée. Et comme j'ai dit, il y avait aussi la troisième, peut-être, j'avais une collègue, je travaille avec elle à distance et je voulais aller la voir, mais elle était dans un autre bâtiment. Pour aller la voir, je peux pas, voilà. Il fallait prendre un bus pour aller juste voir parler avec une collègue. Parce que on- c'est vrai, je ne sais pas si on peut dire, Jocelyn, mais c'est un village ou bien une ville. C'est vraiment, c'est un autre monde. C'est un autre monde, Ouais, tout à fait. le chantier. Ouais. Et puis une particularité aussi, moi je dirais, c'est qu'en fait, quand on commence le chantier, ben, on n'a pas fini, les ingénieurs n'ont pas fini en fait. Il y a encore énormément de monde euh, qui travaille sur le site pour justement aider la réalisation du chantier, parce qu'il y a des modifications, comme le disait Nedra, etc. Et moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un plateau aussi énorme, quoi. Il y avait des plateaux, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, des très très grands plateaux où il y avait des centaines de personnes de toutes nationalités qui essayaient de résoudre des problèmes. Et ce qui était bien, c'est que les gens étaient mélangés, quoi. Donc, sur le même plateau, on avait EDF, on avait les industriels, on avait les bureaux d'études. Voilà, tout le monde travaillait en même temps pour essayer, pour la réussite du projet, quoi. Et voilà, c'est le message que moi aussi je veux passer, quoi. C'est que on ne fait pas que des études, quoi. On fait quelque chose vraiment de concret et on a l'opportunité d'aller sur le chantier pour voir vraiment ce qu'on a calculé. Et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de valeur après. Voir les hommes et les femmes construire ça, c'est quand même très impressionnant, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que ce qui est bien, voilà, on travaille tous en équipe, c'est-à-dire dans le même plateau, un espace énorme et avec une vue sur site directement. S'il y a un problème, voilà, je dis un problème, une non-conformité par exemple, voilà, le constructeur, il a mal installé les barres, mais quand même, il a coulé par exemple la dalle. Donc, pour aller voir cette barre-là, on descend pour aller voir directement sur site le voile impacté. Donc, c'est ça aussi. Quoi d'autre? Je dirais, ce qui est, mis à part l'aspect technique, le projet, tout ça, ce que j'ai apprécié vraiment, c'est un environnement international. Donc, et même sur le plan humain, moi, j'ai quitté le projet, j'ai quitté HPC. J'ai basculé sur EPR2, mais je garde toujours le contact des personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, et parfois, il y a une habitude, une fois par mois, une fois chaque 2 mois, on fait ce qu'on appelle tea time avec toute l'équipe. Voilà, et on parle un peu du tout, sauf du boulot. Donc, c'est vraiment, c'est très intéressant sur le plan professionnel, mais aussi même personnel. Bah, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Merci aussi à Jocelyn. Je pense qu'on a globalement fait le tour là, de ton Rex. Je vois qu'il y a des questions. Julie, est-ce que tu veux peut-être prendre la main sur les questions du chat? J'en profite pour dire s'il y en a d'autres qui veulent en poser, bah, qui se lancent. Alors oui, Bruno Godard signale que la discussion est désactivée, c'était pour simplifier la gestion des questions. Donc je les lis pour vous. Du coup, on a un spectateur anonyme qui nous dit que la slide 16, que pour information, l'IRSN a également des installations à Cadarache ainsi qu'à Tournemire pour l'évaluation du projet de l'Ambra. Voilà, c'était une remarque. Merci, merci. Oui, oui, je suis pas exhaustif. Effectivement, il y a beaucoup de sites, hein. J'ai pas voulu être exhaustif, hein. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont très bien renseignés. Bravo. Ensuite, nous avons Cédric Androuet. Merci pour la présentation et la discussion très intéressante. Est-il possible d'élaborer sur les exigences supplémentaires / différentes de l'autorité de sûreté en Angleterre comparée à celle de la France? Alors, Euh, oui, alors globalement, ce sont les mêmes exigences, hein, puisque et à peu près les mêmes scénarios, hein. Donc, je pense que il y a ce qu'on appelle un dossier d'option de sûreté que remet lors du dépôt du dossier, on va dire, EDF, hein, qui est à peu près identique. Nous, on n'a pas assisté à toute cette phase-là, hein, qui est un peu administrative et vraiment en amont.
Là, nous, on a vu la différence entre la pratique française et la pratique anglaise, c'est dans les livrables. En fait, aussi bien en amont qu'en aval, il y a un livrable qui s'appelle SDMS, euh, qui est une sorte de note très globale d'hypothèse et de méthodologie, donc qu'on émet dès le départ, hein, du projet. Et puis à la fin, il y a, c'est quoi déjà, Nedra? C'est je sais plus comment il s'appelle ce document, mais c'est un document qui justifie à la fin qu'on a bien construit en fonction de toutes les exigences, qu'on a bien répondu et bien à toutes les particularités du projet. Et donc, c'est vraiment la gestion des exigences. Et donc, alors, ce nom, j'ai oublié ce nom, je pourrais vous le redonner, ça ne me vient pas comme ça. Et c'est le DRC, il me semble, mais je suis pas sûr. DSR. DSR, voilà. Design Substantiation Report. Voilà. C'est un rapport qui dit qu'on a bien fait les choses conformément aux exigences, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête dans la pratique française, notamment chez EDF. On l'a un peu chez Orano, on l'a un peu aussi CEA, mais chez EDF, on n'avait pas cette habitude-là, en tout cas avec Flamanville, quoi. On n'avait pas ce degré d'exigence. Et c'est très bien parce que ça donne de la structuration aussi à nos études, quoi. C'est très important, en fait, dès le départ, de bien connaître ces exigences pour savoir comment on va dérouler nos études et comment on va justifier auprès de nos clients pour les autorités de sûreté de tous les calculs qu'on va faire, en fait. Et ces dossiers sont très importants parce qu'ils sont lus par l'ASN, enfin les autorités de sûreté anglaises ou françaises, qui ne va pas forcément dans tout le détail des calculs. Par contre, ces rapports-là sont très importants, ce qui est amont, ce qui est aval. On voit qu'il y avait des connaisseurs dans l'assistance, puisqu'on a Salah qui nous précisait que c'était les DSR, effectivement. DSR, bah, merci, voilà, c'est ça, merci. Ensuite, on a alors PH Monsco qui demande si l'usine de Préfa a été créée sur place pour le chantier ou, et la question s'arrête au milieu, mais est-ce que c'était une usine qui a été créée spécialement pour le chantier? Moi, par exemple, j'ai pas l'information si c'est, mais je ne pense pas, parce qu'en fait, je sais pas, peut-être Jocelyn, tu as l'info. Oui, oui. Alors, ça dépend des choses. Alors, je ne vais pas en détail. Je pense que la préfa, elle a dû venir, la préfa armature. Certaines parties sont venues par camion, potentiellement. Mais par contre, tout ce qui est grosse préfa, donc liner, par exemple les liners, donc c'est les grandes parties métalliques qu'on voyait avant, là, voilà, cette partie centrale, ça, c'était fait sur site. Donc, vous avez même d'ailleurs en fond de la photo, alors c'est peut-être un peu petit, vous avez en fond de la photo, eh bien, les ateliers qui sont circulaires également, au sein desquels ont été, eh bien, fabriqués les liners. C'est fabriqué en atmosphère contrôlée, si on peut dire. On ne dépend pas des intempéries. Et donc, ils ont monté ce qu'on appelle des ateliers forains, dans lesquels il y avait ces grosses préfats en liner et puis les grosses préfats en béton. Après, tout ce qui est préfat métallique ou des poutres, des choses comme ça, des poteaux, pièces plus légères, il est possible que ça ait été fait ailleurs, quoi. Mais il y a eu des usines spécifiques montées pour ce chantier-là. Et c'est pour ça qu'il faut les amortir au travers de 2 unités, quoi. C'est important, quoi, en fait. Il faut avoir de la place aussi, hein, donc, c'est important. Yes. Et peut-être que c'est lié à la question de Bruno Godard qui demande quel a été le problème technique le plus ardu à résoudre. Peut-être ça. Alors, si on va parler des gros sujets techniques, peut-être je vais pas je peux parler des heures, mais je peux dire que, alors, les sujets qui m'ont marqué, c'était quoi? Sur site, comme j'ai dit, on reçoit des modifications tardivement. Donc, on doit répondre à cette... Il faut se débrouiller. Donc, ça, c'est sûr. Il faut se débrouiller, il faut trouver une solution, une façon de faire. Par exemple, dans la phase de design, on a conçu le bâtiment, la séquence de construction. Par exemple, dalle, voile, dalle, voile. Là, par exemple, pas mal de fois, le constructeur a décidé de changer la séquence de construction, c'est-à-dire il divise le bâtiment sur deux, il avance sur une partie de bâtiment, on appelle batch. Par exemple, il arrive au 5e, je vais appeler 5e étage juste pour faciliter, j'utilise un vocabulaire simplifié. Il arrive au 5e étage et à ce moment-là, il va commencer à couler la deuxième tranche. Donc ça n'a pas été pris en compte dans le design parce qu'on a reçu des données d'entrée totalement différentes. Donc là, il faut faire une étude. Déjà, il y a plusieurs. Là, on se met tous dans la même table.
C'est-à-dire, nous, on partage notre avis technique, l'impact derrière, avec des options, comment on va répondre à tout ça, et après, on se met tous d'accord, et le client qui prend la décision. Ça, c'est un. Deux, par exemple, il y a 1 heure, 2 heures, j'étais avec une collègue en train de parler d'un gros sujet, celui, par exemple, de la PSG Josselin, le gros béton. Donc, par exemple, sur un autre projet de Sizewell, il y a la galerie, la PSG, la Pre-Stressing Gallery, la galerie précontrainte, voilà, qui est une galerie souterraine. Le sol n'est pas bon, donc il fallait mettre de gros bétons pour entourer la galerie et pour en fait minimiser la pression du sol. Là, il demande, le client par exemple, de mettre ce gros béton mais sans ferraillage. Donc, c'est des discussions en cours, etc. Je réfléchis encore comme sujet technique. Quelques Parce que exemples. c'était un principal déjà. Voilà, j'ai dit que s'il y a des gros sujets, je peux parler des heures. Moi, j'ai le souvenir de 2 semaines avant le coulage du radis, que EDF nous a dit, dans notre descente de charge, il manque 3000 tonnes. Donc, ils avaient oublié de nous donner un gros équipement. Bon, il y a tellement de choses, je ne leur jette pas la pierre, attention. Donc, mais il y a tellement de choses, il leur manquait 3000 tonnes de descente de charge, un gros équipement qu'ils n'avaient pas communiqué. Et donc, très, très rapidement, on a dû refaire des calculs. Alors, je ne sais plus si on a dû mettre des renforcements complémentaires ou pas, mais voilà, quoi. Après, il faut savoir aussi que c'est un chantier qui est un peu innovant, donc on voit beaucoup de préfa. Et, donc ça va bien sur le papier, la préfa, mais en fait, il faut pouvoir être très précis dans la construction, aligner les armatures. Et souvent, au début, je pense qu'il y a eu un temps d'apprentissage, quoi. Donc, parce que les gens n'avaient pas forcément l'habitude de construire avec autant de précision. Et donc, forcément, le premier réacteur, il est un peu plus lent que le deuxième qui est en cours de construction, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. À chaque fois qu'on innove, forcément, on va moins vite, quoi. Nous aussi, on a innové, par exemple, en faisant non plus des plans, mais des maquettes 3D. Eh bien, nous, on a dû, justement, pour essayer, parce qu'on a des contrats avec EDF, il faut respecter les plannings, comme le disait Nedra. Nous, on a anticipé certaines tâches, parce qu'en fait, on devait former tous les projeteurs à la maquette 3D sur l'outil qui s'appelle Tecla. Donc, il faut former les gens, c'est un autre métier. Et puis l'outil, on ne connaissait pas, donc on a été moins vite au départ dans la production de ces plans. Voilà, donc c'est des chantiers qui sont tout le temps dans l'innovation, quoi. Donc forcément, il y a toujours des problèmes, quoi. Mais c'est ça le gros défi après, c'est de pouvoir les Cours de résoudre. l'apprentissage, quelle que soit l'étape. Oui, tout à D'ailleurs, fait. bonne transition avec Dodin qui demande, il est actuellement étudiant au Shebap au Chèque. S'il souhaite travailler dans le nucléaire à l'avenir, est-ce qu'il doit continuer sur un parcours nucléaire comme le master spécialisé éco-conception de l'école des ponts Paris Tech ou pas? Parce qu'actuellement, il n'a aucune expérience ou connaissance dans le domaine nucléaire. Moi, je pense que ça fait écho à une slide. Oui, Ouais. oui, oui. Alors, comme on le disait, effectivement, il y a deux parcours un peu spécialisés GC, donc c'est le STP, et puis le master GC-GE, mais cette personne-là, si elle est déjà au Shebap, elle est déjà en master, quoi. Donc, en principe, moi, je connais bien le Shebap, je l'ai fait, donc je peux la rassurer sur cette personne, sur le fait qu'elle a tous les outils déjà en sa possession pour venir nous rejoindre. Et après, faut pas s'inquiéter, donc, les gens sont formés quand ils arrivent dans les bureaux d'études. Nous, on a mis en place au sein de CETEC ce qu'on appelle une académie nucléaire. Et tous les jeunes, eh bien, parce qu'ils ont des parcours différents, en fait. Ils ont des vocabulaires différents, des pratiques différentes. Ils viennent de pays différents parfois. Donc, nous, les jeunes, on les reçoit et on les forme pendant une année à peu près. Euh, Justement, une mise à niveau, entre guillemets, quand c'est nécessaire, et surtout les particularités du nucléaire. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus. En général, avec une formation d'école d'ingénieur, master, ça va, quoi. Les gens sont accompagnés, il n'y a pas de problème. Ouais, Donc, moi, je dirais non, c'est pas nécessaire, quoi, voilà, pour répondre à la Alors, je rebondis sur cette question parce qu'elle est vraiment au cœur finalement du sujet. C'est est-ce qu'on a une idée du volume, du nombre de personnes, de techniciens, d'ingénieurs qui sont nécessaires là, dans les années à venir par rapport à la commande française qui s'annonce?
Oui, alors moi, j'ai pas le chiffre en tête, mais vous pourrez le retrouver notamment sur l'Université du métier du nucléaire, là. Mais c'est par dizaines de milliers, hein. Donc, c'est vraiment par dizaines de milliers, hein. Donc, faut savoir que là, quand on a, nous, travaillé sur HPC, on avait 150 ingénieurs et 500 projeteurs à peu près. Donc 650 personnes, 750 personnes pour faire l'ingénierie, quoi. Uniquement la conception, quoi. Voilà. Et ensuite, bah, sur site, il y avait une bonne centaine de personnes pour les 3 sociétés qui travaillaient, quoi. Donc, uniquement pour le GC, hein. Donc, après, il y a les autres métiers, hein. Donc voilà, donc les besoins sont énormes, hein. Alors, Et là, moi, quand par on sait, exemple, j'ai vu, par exemple, le STP avait ouvert des formations maintenant en province. Et je pense que ça fait partie, ça répond aux besoins, quoi, en fait. On a besoin d'énormément d'ingénieurs, notamment dans le génie civil, quoi. oui, voilà, c'était un peu ça la prolongement de ma question, c'est quand on sait que le domaine est déjà sous tension de manière très forte, hein, et pas seulement dans le nucléaire, on peut s'inquiéter un peu de dire, mais où est-ce qu'on va trouver les forces vives nécessaires, quoi, parce que on a discuté il n'y a pas très longtemps à l'occasion du congrès à Saclay avec les universités et les INSA, etc., qui disent ils sont au taquet des promos, des capacités de formation, quoi. Mhm. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais c'est un problème, hein. Après, il y a les ressources à l'étranger, mais donc, par exemple, ce que fait le master GCGE, et même d'ailleurs le SHEBAP, hein, c'est aussi une opportunité pour les ingénieurs étrangers de venir chez nous. Donc c'est bien, hein, moi je trouve ça très bien, mais il ne faudrait pas non plus dépeupler les pays étrangers parce qu'ils ont besoin aussi de leurs ingénieurs. Moi je trouve que c'est important que nous aussi on puisse fournir tout ce panel, quoi. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que nous, dès qu'on a je dis pas qu'on n'est pas exigeant, hein, bien au-delà, bien au contraire, hein, mais c'est que si les gens ont envie de travailler chez nous dans le nucléaire, s'ils ont la tête bien faite, même s'ils n'ont pas tout le bagage et qu'ils ont la volonté, on va les accompagner, quoi. Il y a pas de problème. Il y a de la place, Oui, oui, largement de la place. oui, oui, tout à fait. Et donc, est-ce qu'on arrive à faire le lien? Parce que donc, vous disiez effectivement que le parc nucléaire français, il est déjà assez ancien. Est-ce qu'on arrive à faire le lien? Est-ce qu'on retrouve un peu des compétences anciennes ou est-ce qu'on a un peu tout perdu au fil du temps? Alors, en ingénierie, en ingénierie en termes de calcul, je pense qu'on n'a pas trop perdu. Il faut savoir que, par exemple, Francis Barré, qui est en fait, enfin, je sais pas si, je pense pas que vous connaissiez ce nom-là, mais c'était l'ingénieur à l'époque qui a travaillé sur tout le parc central actuel, les 58 réacteurs. Et Francis Barré est toujours en activité. Bon, il est plus tout jeune, hein, mais il est encore en activité et il transmet son savoir, hein, au sein d'un bureau d'études qui s'appelle GDS. Il transmet son savoir, donc c'est bien. Et nous, c'est la même chose, quoi. On a des gens qui ont 65 ans, 70 ans, qui ont travaillé dans le domaine nucléaire, qui transmettent leur savoir. Voilà. Donc je pense qu'en termes d'ingénierie, enfin, de calcul, on n'a pas trop de difficultés. Là où on a eu beaucoup de difficultés, et ça a été une des causes du retard de Flamanville, hein, c'est dans les métiers, on va dire, plus, entre guillemets, manuels, hein, mais c'est pas pour dévaloriser ça, hein. C'est tous les métiers de soudure, par exemple, hein, donc, qu'on a perdu, puisque pendant le dernier réacteur s'est construit en 2000, et ensuite on a recommencé à construire, enfin en 95-2000, et on a recommencé 10-15 ans plus tard, quoi. Donc les personnes étaient parties, quoi. Et effectivement, tout ce savoir-là, mais il s'est un peu raréfié. Il n'a pas disparu, hein, bien sûr, mais il s'est raréfié, quoi. Et donc, c'est ça tout le défi d'EDF. Et c'est pour ça qu'il a monté l'Université du métier du nucléaire, c'est pour redynamiser tout le secteur. Donc, parce qu'on sait qu'on a d'énormes besoins, quoi. Il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, quand il y a eu des problèmes de centrale, bah, il y avait tellement de besoins en termes de chaudronnerie, de soudure, qu'on a fait venir des soudeurs américains, quoi, en fait. Parce qu'il y avait des gros besoins et puis le personnel français n'était pas suffisant, quoi. Bon, c'est un peu particulier, hein, certes, hein. Mais voilà, il y a un gros effort mené par les acteurs du nucléaire pour former et refaire monter en formation le personnel, quoi. Un gros sujet. On a encore pas mal de questions sur le Oui, c'est chat, ça. notamment un spectateur anonyme qui nous demande quel est l'ordre de grandeur de la température à laquelle peut être soumis un réacteur. Vous parlez des charges un peu exceptionnelles. Alors, Oui. avant de me connecter, j'étais au bureau, je lance juste ça parce que j'ai l'info. Sur OPR2, par exemple, à l'intérieur du HR, le bâtiment réacteur, la température de la piscine, par exemple, 170 degrés.
Je ne sais pas si toi, tu as une autre valeur, Jocelyn, mais par exemple, Non, non, mais ça dépend de ce qu'on parle de température, hein. Si c'est effectivement à l'intérieur du réacteur ou à l'extérieur, oui, enfin, voilà. Donc, à l'eau sous l'intérieur. pression, elle est à plusieurs centaines de degrés, mais après, je sais pas, moi, je l'ai pas en tête, quoi. Mais effectivement, on a des cas de montée en température très importants, hein. En cas d'accident, notamment, hein, donc, il y a une montée en pression de l'enceinte. C'est pour ça qu'elle est précontrainte, parce qu'elle doit assurer l'étanchéité, doublée d'un liner métallique en plus. Et effectivement, il y a des températures qui peuvent monter, quoi. Donc, voilà. Donc, Sur les cas accidentels oui, c'est les cas qui accidentels. puissent impacter le génie civil. Exactement. Ensuite, on a Charles Aurel qui demandait, alors il y a un petit peu répondu, mais pouvez-vous donner un exemple de requête formulée sur le site? À part, Un exemple on a de... oublié 3 méthanes. Oui, oui, oui. Alors, je voulais rajouter tout à l'heure un gros sujet technique, donc je réponds ici. Un exemple, je me souviens, l'été 2022, donc il y a le constructeur qui a identifié 50 clashs entre les barres de la précaste, une dalle préfabriquée et les voiles. Donc, la dalle préfabriquée, c'est une précaste, c'est bon, et les voiles sont coulées. Donc, pendant la phase de levage, ils ont mis, voilà, ils voulaient installer la précaste, mais ils ont identifié 50 clashs autour de. Donc, il fallait justifier ces 50 clashs et trouver une solution pour. Ils ne vont pas hydrodémolir tous les voiles, c'est-à-dire parce qu'il y a 4 voiles épais du niveau plus bas. Donc, il fallait sacrifier quelques barres, remplacer des barres par d'autres solutions. Et il y avait quelques cas où on a fait l'hydrodémolition. Donc, voilà un exemple, juste un exemple, mais je peux donner. Ouais, ouais, Oui, c'est un exemple de préfa, en fait. Vous voyez, construction préfa qui doit s'accoupler à une construction en place. Et donc, des fois, bah, si on n'est pas assez précis, il y a ce qu'on appelle des clashs, quoi, des conflits entre les armatures. Voilà. alors, il y a Salah qui faisait une remarque, je pense que c'était suite aux derniers éléments. On utilise des valeurs de découpling en se basant sur le Rex EDF, après on vérifie avec le design détaillé une fois fini. Voilà, c'était... C'est une façon de faire. Oui, oui, c'est une façon de faire. Il faut savoir que quand on commence les calculs, on n'a pas toutes les données d'entrée, hein, puisque les équipementiers ne sont pas encore tous définis, etc. Donc, ce qu'on appelle, effectivement, on utilise des valeurs de découplage, de découpling, euh, et donc qui donnent des charges a priori plus importantes. Et parfois, il arrive que ce n'est pas suffisant. Euh, et puis, nous, on est soumis à des injonctions contradictoires parce que EDF nous demande d'aller vite avec des données qui ne sont pas forcément complètes, mais en même temps d'optimiser les armatures. Donc, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est un véritable enjeu, hein. C'est la donnée, c'est la maîtrise des données d'entrée. Et il faut savoir que sur les EPR, on a changé aussi le planning des études. On a fait avancer plus vraiment en amont les études des équipements, hein, les piscines, ce qu'on appelle, hein, qui sont des grands équipements métalliques qui vont recevoir des tas d'équipements dans l'eau. Eh bien, on les a avancés parce qu'elles sont en forte interface avec le GC et c'était très important de les avoir, quoi. Bon, et maintenant, on pense qu'avec avec le REX sur HPC, le poids des équipements, etc., la taille des équipements, on a un retour d'expérience qu'on pourra intégrer sur les EPR2. Et sur la partie peut-être ajustements qui ont pu être faits, est-ce que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe a-t-elle influencé le chantier? Demande Charles Aurel. Ou aucun... Non, 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 c'était une décision du gouvernement anglais. Ça n'a rien changé en fait. Donc, et là, le gouvernement anglais s'est engagé pour la poursuite des 2 prochains EPR à Sizewell, dans l'est de l'Angleterre. Alors, avec peut-être un calendrier un peu retardé suite à des problèmes financiers que peuvent connaître les pays aussi, hein. Donc, il y a des tas de choses à financer. Donc, on a connu des retards, par exemple, sur la ligne HS2. Je ne sais pas si vous connaissez la High Speed Line 2, là, la ligne TGV, qui va reconnaître un peu de retard. Il est possible que Sizewell aussi connaisse un peu de retard. Mais ça n'a pas remis en cause le programme. Toujours sur la question peut-être européenne et même mondiale. Donc Simon Delahaye qui demande d'abord bonsoir et merci pour cette présentation. Du point de vue international, d'autres pays entreprendraient-ils aussi des constructions GC nucléaires qui pourraient alors constituer encore un besoin en personnes qualifiées sur le sujet recrutement? Est-ce que vous êtes au courant des plans internationaux?
Bah, on sait alors, je ne sais pas si on doit parler de la Chine ou de la Russie, parce que je ne suis pas sûr que les gens veulent s'expatrier là-bas, hein, et je sais pas si, je pense qu'en Chine, ils ont assez d'ingénieurs, enfin, je suppose, mais effectivement, il va y avoir des projets en Tchéquie, en Pologne, dans les pays du Golfe, et donc en Inde aussi. Alors, l'Inde, c'est un peu le serpent de mer. EDF cherche à vendre 6 EPR de mémoire en Inde. Voilà, donc il y a encore beaucoup de projets qui vont se développer, quoi. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les EPR, quoi. Il faut savoir que tout le parc européen de centrales à charbon et de gaz doit disparaître d'ici 2050. Et pour les remplacer, il est prévu des SMR, ce qu'on appelle Small Modular Reactor. Donc en ce moment, il y a une course un peu effrénée entre les différents pays, les États-Unis, il y a la France, il y a des pays asiatiques, je pense également. Il y avait aussi les Russes qui ont déjà un peu leur SMR, mais un peu bizarre, hein, qui sont une sorte de barge. Voilà, donc comme à terme, on doit remplacer aussi les énergies fossiles, et bien là aussi, on va devoir construire des petits réacteurs. Donc il y aura encore des besoins encore au-delà des SMR, hein, enfin des EPR actuels. Voilà. Donc oui, voilà, pour travailler dans le nucléaire, que ce soit en France ou à l'étranger, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Et du côté du Canada, peut-être que vous avez des informations. Je vois que Cédric Androuet du CNS, SC et CCSN qui Oui. demandait quel degré de détail de design était requis pour le dépôt de l'obtention de l'autorisation de démarrage de la construction par les autorités. Alors là, Peut-être que ça ferait l'objet d'un... ça, c'est très, très précis. Alors, nous, on ne travaille pas forcément, ça, faudrait demander plutôt à EDF, parce que c'est lui qui est architecte industriel. Nous, on n'est que pauvre, entre guillemets, bureau d'études de génie civil. Et c'est l'architecte industriel, donc type EDF, qui, lui, a vraiment, lors de sa phase de conception, donc, regroupe différents industriels. On a parlé de Framatome pour la chaudière, Orano, les gens d'EDF, bien sûr, et beaucoup de gens de la sûreté. Donc ça, c'est très important au démarrage, et bien de construire ce qu'on appelle un dossier d'option de sûreté, quoi, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est fait vraiment en amont de nos études à partir desquelles on travaille, quoi. Donc il faut pour moi une esquisse, on va dire, au moins une esquisse type esquisse, voire un PS, ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si tout le monde comprend, mais on ne fait pas de calcul de détail, hein, forcément, mais on doit déjà avoir défini quelle est notre architecture industrielle globalement, d'avoir identifié quels sont les risques et les exigences pour avoir un dossier quand même, on va dire, crédible auprès des autorités de sûreté. Voilà. En France, on parle de dossier d'option de sûreté, quoi, en fait, hein, accompagné déjà de dossiers de dimensionnement, mais de type esquisse ou APS. Je vois que M. Androuet précise qu'au Canada, les projets sont très ambitieux avec 20 réacteurs large scale et 45 SMRS Oui, d'ici oui. les 30 prochaines années. Donc, Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais, on est au courant. Mais laissez mon adresse, ça pourrait être intéressant d'en parler, d'échanger. effectivement. J'avais On, sauté une... Oh, pardon. Oui, non, mais effectivement, nous, on a des contacts avec le Canada là, pour les SMR aussi. Ouais. Ouais, c'est très actif, effectivement. On avait Elsa Nana qui nous disait qu'elle connaissait Monsieur Francis Barré, qui a donné des cours au MNS GCGOE, des Tout à cours de fait. pré-contrainte sur les enceintes. Donc, le Voilà, savoir circule. exactement. C'est très important. Voilà, c'est très, très important. Ouais, c'est bien. Et après, on a un début de remarque. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Quelle société a réalisé les calculs thermomécaniques des réacteurs de HPC? Alors, les réacteurs, alors quand on parle de réacteur, on parle du génie civil, je suppose. C'est pas le réacteur lui-même, parce que si c'est le réacteur lui-même, moi, je ne pourrais pas répondre. Je suppose que c'est les gens de Framatome. Concernant les calculs thermomécaniques du béton, c'est en fait Terrasol, donc CETEC, qui a mené ces calculs, notamment pour le béton au jeune âge, hein, parce qu'en fait, on a des grosses quantités de béton, et donc le béton, ben, quand il fait prise, il provoque une réaction exothermique, hein. Et donc, la difficulté, c'est qu'il y a une élévation de la température associée avec des performances mécaniques qui sont faibles dans le béton, et donc on risque une fissuration du béton. Donc, donc Terrasol, donc CETEC, c'est nos amis géotechniciens, ont fait des calculs thermomécaniques du radier, du gousset et de l'enceinte pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop d'élévation de température. Alors je ne sais pas si ça répond
à la question. C'est vraiment thermomécanique orienté béton, quoi. Voilà. Et c'était en effet pour le GC. D'accord. Donc, bah, c'est nous. Enfin, c'est nous, c'est CETEC, on va dire. Et pour le cas accidentel, demande-t-il. Ouais. Alors, pour le cas accidentel, par contre, ça doit être. C'était à l'époque. Toc, 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 c'est Tractebel. Pour le cas accidentel, c'est pour l'enceinte, certainement. Donc, dans l'enceinte, il y a un calcul de montée en température, effectivement. Nous, on l'a fait pour le cas de la construction. Et mais effectivement, c'est Tractebel qui a dû le faire pour l'enceinte. Et sur EPR2, pour Mli, c'est GDS. Ce sera GDS pour EPR2. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions. La centrale anglaise, la Hinkley Point, c'est à peu près la même chose que ce qu'on doit construire en France comme taille, Oui, comme. exactement. C'est la même chose. Il y aura D'accord. encore plus de béton. Mmh. La différence entre. Alors, c'est les mêmes réacteurs, hein, mais il y a eu un travail, ce qu'on appelle un retour d'expérience qui a été mené sur la base de HPC et sur la base de Flamanville, hein, pour accélérer la construction. On voit que ces chantiers-là prennent beaucoup de retard, comme tous les chantiers complexes, attention, hein, tous les chantiers complexes, enfin tous les projets complexes prennent du retard. Et donc pour accélérer ce chantier, eh bien, EDF a réuni les constructeurs, donc Vinci, Bouygues et Eiffage, ils ont mis à trois ensemble dans les mêmes bureaux pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour les faire travailler sur un concept de génie civil qui permettrait d'aller plus vite. Donc on voit que les réacteurs sont plus gros, il y a plus d'espace et les voiles se plombent, si on peut dire. Hein, le voile de l'étage N+1 est au-dessus du voile de l'étage N, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Dans les anciens réacteurs, eh bien, il y avait les équipements et puis on mettait le béton autour. Donc, avec des architectures, on va dire, de béton qui n'étaient pas forcément très régulières et qui donc difficiles à construire. Voilà. Donc nous, la EDF a pris le parti de faire des choses beaucoup plus droites, régulières. Ça consomme plus d'espace, plus de béton, mais on ira plus vite. Et puis ça permet aussi de faire face à des évolutions de projets éventuelles. Oui, juste je complète. Voilà, sur EPR2, c'est la même chose que HPC. Et comme il a dit Jocelyn, ils ont simplifié la géométrie. On n'a pas, par exemple, des voiles inclinés. Il y a plus d'espace, plus des voiles droits, parce que sur HPC, par exemple, on a pas mal des voiles inclinés. Donc, et après, à 90%, c'est la même chose. Je parle de la géométrie, mais quand même, il y a quelques bâtiments indépendants qui ont été légèrement changés, même l'appellation de quelques bâtiments, c'est tout. Sur la Et partie. EDF a déjà lancé des appels d'offres pour le programme français, là, Ah oui. Ah oui, pour oui. les 6 à venir. Alors pour les deux qui sont lancés, donc à Panly, les bureaux d'études sont déjà désignés. Donc on peut vous les nommer, hein. Il y a donc il y a deux parties dans une centrale. Il y a la partie du réacteur, on va dire, qu'on appelle l'îlot nucléaire. Donc là, les études de l'îlot nucléaire, bah, ce sera un groupement d'entreprises composé de CETEC, Aegis et GDS, Géodynamique et Structure. Et pour la partie conventionnelle, ce qu'on appelle, donc c'est la salle des machines, hein, qui produit la vapeur, l'arrivée d'eau de la mer, le rejet en eau, on va dire. Donc l'îlot, enfin donc cette partie-là, elle sera faite par Atkins et Tractebel, voilà, au niveau des études. Et au niveau de l'entreprise, EDF a pris le parti de choisir une seule entreprise. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, si c'est déjà sorti à la presse, mais c'est déjà sorti à la presse, mais je ne sais pas si c'est encore officiel. Ouais, Mais c'est pas... on peut le dire, je pense, non? Oui. Ouais. Ouais, on peut, tout le monde est au courant déjà. Voilà, donc c'est Eiffage, quoi, c'est Eiffage. Voilà. Mais je pense que les besoins sont tellement grands qu'il est possible que Eiffage ne sera pas sur Gravelines, hein. Voilà, les deux prochains EPR seront lancés à Gravelines. Les appels d'offres vont être lancés a priori l'année prochaine. Je pense qu'en termes de bureau d'études, enfin, moi, je donne ma vision, hein. Après, EDF fait ce qu'il veut. EDF a intérêt à garder les mêmes bureaux d'études parce qu'il y a quand même un effet industriel, quoi, de répétitivité. Par contre, en termes de construction, je ne sais pas si EDF pourra reprendre les mêmes entreprises parce que c'est énorme, hein. Voilà. C'est ça, on retombe sur les questions qu'on abordait tout à l'heure des forces vives nécessaires, quoi, Tout à fait, du volume de forces vives tout à fait. nécessaires. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Il faut savoir que en France, nous, on était incapables de faire les plans avec des projecteurs français, hein. On avait, je ne sais plus combien, 150 sur le plateau de Montparnasse. On avait investi 2 étages de la tour Montparnasse, mais le reste était fait en production délocalisée en Pologne,
Roumanie et Tunisie, et qui nous apportaient bah, enfin, le double de manœuvre, hein, facilement, hein. Mm. Mais par contre, pour construire en France, il faut des ouvriers en France, ça c'est sûr. C'est pas comme l'ingénierie, effectivement. On a encore plusieurs questions. Alors, on remarque Nicolas Richard qui précise que les calculs mécanothermiques sur les turbines à vapeur ont été réalisés par GE. Alors, on a un spectateur anonyme qui nous demande, alors je suis pas sûre qu'on ait la réponse, peut-être plus sur vos retours d'expérience, si vous savez ou pensez-vous que les exigences et mesures en termes de contrôle sur les personnes en entrée et sortie de site, mais aussi sur site, escorte en permanence, etc., sont pesantes à terme sur la santé mentale, entre guillemets, de vos équipes sur site? Je sais pas si... Moi, je donne juste mon avis. Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui travaillent sur site, donc ils ont déjà leur badge, ils peuvent voilà, se déplacer dans l'open space comme ils veulent. Mais pour les visiteurs, c'est une visite juste 1, 2 jours max. Donc, je ne pense pas que ça posera un problème quand même d'être escorté pour se déplacer. Et même aussi pour la sécurité des visiteurs, on ne peut pas se balader sur site. Il faut être escorté par quelqu'un aussi. C'est pas n'importe quel ingénieur, mais un ingénieur qui a fait Formation. une formation. Voilà. Pour qu'ils puissent, même les ingénieurs qui sont sur site, ils ne sont pas tous allés sur site, mais en fait, ils doivent faire une formation. Formation sécurité. Voilà. Alors, on avait hésité à mettre la question, mais on voit qu'elle tombe. Est-ce que vous avez utilisé des bétons bas carbone? Ah, alors, nous, on ne peut pas trop vous répondre. On peut se poser la question parce que nous, en fait, on n'est pas prescripteur, hein. C'est EDF qui est prescripteur des qualités du béton. Nous, en tant que bureau d'études, on travaille avec des résistances de béton, mais on ne nous dit pas quelle est la composition du béton. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est sûr que c'est très important d'avoir ça en tête. Euh, Nous, on essaie de le faire quand on peut être prescripteur. Là, par exemple, on a un petit projet enfin, qui s'appelle Eden, où on travaille avec Razel. C'est un projet de COREA, ce qu'on appelle conception-réalisation. Donc, le bureau d'études et l'entreprise qui vont fournir un ouvrage pour le CEA. Et là, pour le coup, on a le choix, puisqu'on a fait un budget. Voilà. Et donc, là, on peut prescrire à l'entreprise des bétons bas carbone, quoi. Là, la question, elle est plutôt retournée chez EDF. Je ne peux pas vous répondre. Donc, mais c'est une bonne question, c'est sûr. Je reviendrai à la question de Bruno Godard après, mais on a un autre spectateur qui nous demande quel est votre retour sur la problématique des milliers d'inserts, en particulier dans les voiles. Quelle complexité cela induit dans le plan de ferraillage? Je pense que- Ça, c'était toute une problématique, hein, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a des dizaines de milliers d'inserts dans une centrale nucléaire. Donc, ce sont des plaques métalliques qui servent de support aux équipements. Et donc, forcément, ces plaques métalliques viennent en conflit avec les armatures, souvent. Et c'est pour ça que EDF a investi dans l'ingénierie, tout compte fait, en nous demandant de faire des maquettes 3D dans lesquelles en fait, on met en place le ferraillage et tous les inserts métalliques. Voilà. C'est une exigence au départ même initialement de Baylor, donc c'est Bouygues et Langeroog, hein, le Bouygues local, on va dire, qui ont dit à EDF, nous, on pourra tenir les plannings si vous nous faites des maquettes 3D avec le ferraillage et tous les inserts. Parce qu'ils avaient trop souffert sur HPC. Il y a tellement de ferraillage et tellement d'inserts que parfois on a de la difficulté. Donc nous, on a livré, on va dire, des maquettes entre guillemets déclashées, où il n'y avait pas de clash, pas de conflit entre les armatures et les platines, avec certaines tolérances, bien sûr. Et on s'est mis d'accord avec l'entreprise sur les tolérances que pouvaient offrir les platines par rapport à la position des armatures. Et ensuite, charge à l'entreprise de s'arranger avec ça, quoi. Voilà. Après, il y a une autre solution qui est utilisée par d'autres pays, donc notamment les Américains. Alors peut-être en France aussi, on parle de steel concrete. C'est l'idée en fait d'avoir des sandwichs, du béton à l'intérieur, des panneaux métalliques qui servent donc de support aux équipements et qui servent aussi de ferraillage, si on peut dire. Voilà. Donc c'est des grosses plaques métalliques. Donc EDF a fait des maquettes pour ça. Euh, voilà, donc ça a un certain intérêt parce que ça permet de gagner en termes de planning. Par contre, le retour d'expérience pour l'instant, c'est que ça coûte plus cher.
Mais tout est question d'équilibre, hein, entre une journée gagnée sur le planning, c'est une journée d'exploitation d'électricité, hein, donc c'est des millions d'euros, hein. Donc ça, c'est à EDF de choisir en fait la technologie en fonction de ses intérêts, en fait. Mais voilà, une des solutions aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle le style concrete. Moi, j'avais juste une petite question là pour Jocelyn et Nedra. On a beaucoup parlé des bâtiments réacteurs, mais j'imagine que dans vos études, vous étudiez aussi les tours aéro-réfrigérantes. C'est des sujets qui sont pareil ambitieux, c'est des structures assez impressionnantes, hein, et c'est celles qu'on voit d'ailleurs depuis l'autoroute quand on Ouais, passe de une centrale. Donc, bah, il y a des défis techniques intéressants vis-à-vis de ouais. ces structures. Ouais, alors, donc les tours aéro-réfrigérantes, on les trouve effectivement. Alors, je sais pas si on les trouve partout au bord des. En tout cas, on les trouve au bord des rivières, hein, Ouais. ça c'est sûr. En mer, on n'a pas ce problème-là. Et effectivement, quand on sera à Bugey, les 6 EPR, là, parmi les 6 EPR à construire, il y aura deux EPR à Bugey. Donc peut-être qu'on devra se poser la question de construire des tours aéro-réfrigérantes. Et ça va être un vrai challenge, hein. Mais effectivement, hein, Simon, Jean-Baptiste, pardon, tu poses la bonne question. Il n'y a pas que il n'y a pas que le cœur de la centrale. Il y a plein d'ouvrages qui sont très complexes, hein. Tous les ouvrages hydrauliques qu'on appelle hydrauliques, qui sont chargés d'amener l'eau, hein, donc la source froide, bah, ce sont des ouvrages très très complexes avec des formes. Il y a des volutes à l'intérieur, des formes très complexes en termes de coffrage pour que l'eau puisse faire des tourbillons, etc., ou ne pas tourbillonner, enfin je sais plus. Mais il y a des formes très très spécifiques que doivent respecter le béton, quoi, en fait, hein. Donc, en fait, les ouvrages qui sont hors de l'îlot nucléaire sont très très intéressants aussi à calculer, hein. La salle des machines aussi, c'est énorme, quoi. C'est une énorme charpente métallique construite sur un radier. Il y a des machines vibrantes dessus. Il faut les isoler de manière avec des ressorts. Enfin voilà, il y a des tas de problèmes techniques à résoudre, quoi. Donc, tous ces ouvrages-là sont très intéressants. Alors, est-ce que dans les ouvrages ou autres, est-ce qu'il y a, Bruno Gonard demande s'il y a des dispositions pour récupérer le corium en cas de fusion? Oui, oui, tout à fait. Il y a un bac à corium en cas de fusion. Donc, effectivement, donc il y a alors moi, je ne connais pas assez en détail, hein, parce que ça fait partie justement de la conception de la sûreté. Mais effectivement, en bas du réacteur, en cas de fonte, eh bien, il y a un bac à corium, un récupérateur de corium, ce qu'on appelle. Donc, c'est comme une grosse bassine, on va dire, et dans laquelle, en fait, il y a du béton sacrificiel, hein, qui est destiné effectivement à disparaître ou à servir de tampon pour empêcher que le corium se disperse, effectivement. Ça fait partie, je pense que c'était une des nouvelles options que proposait le père par rapport aux autres réacteurs, quoi, en fait, et qui augmentait sa sûreté, quoi, en fait. Ok. Bon, je vois pas d'autres questions relatives au webinaire, en tout cas. C'est bien, merci beaucoup, en tout cas, Oui, pour... merci ouais. beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas. Enfin, je pense que la présentation sera dessus, mais on a laissé nos adresses aussi. Ah, donc, si vous avez des questions, enfin voilà, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Et puis, merci encore à la FGC d'avoir organisé cet échange et ce partage, quoi. C'était vraiment très intéressant. Voilà, merci Merci, à vous. ouais, Jocelyn Merci. Nedra. Juste, Merci à je veux vous. dire merci pour l'organisation et comme il a dit Jocelyn, si vous avez des questions, donc vous avez soit l'adresse mail ou bien même sur LinkedIn. Peut-être plus simple un message sur LinkedIn. Oui, merci donc, Oui, c'est beaucoup, ça. hein. Merci, au Didier, revoir. Merci, au Didier, revoir. tu Merci nous à la confirmes Commission qu'il y jeune. aura... Et Oui. donc oui, merci beaucoup à la Commission jeune qui s'est bien mobilisée pour ça. Et je pense que effectivement l'objectif était de montrer qu'il y avait vraiment de l'avenir dans le génie civil, et avec des tas de facettes intéressantes, comme on l'a vu. Et donc, je confirme qu'effectivement, d'ici la semaine prochaine, le replay de ce webinaire, là, le diaporama et l'enregistrement vidéo seront disponibles sur le site de la FGC. Merci à tous et puis rendez-vous tous les premiers jeudis de chaque mois pour des sujets très divers, mais toujours aussi passionnants. À Merci. bientôt. Merci, à Merci bientôt. à tous. Merci, au Bonsoir. revoir. Au revoir. On avait une dernière question de Lucas Chopin. On a raté. Si vous êtes peut-être qu'il est encore connecté, je ne sais pas. C'était pour savoir si il travaille actuellement sur Hinkley Point, est-ce que les réacteurs en France seront similaires? Oui, ce seront les mêmes réacteurs. Oui, tout à Voilà. fait. Les mêmes chaudières. Ah ouais.
Tac, je lui fais la réponse des fois que. Hop là. Bon, merci beaucoup en tout Très bien. cas. Merci Julie. C'était hyper Merci pour intéressant. l'organisation, hein. C'était super. Merci À bien, hein. bientôt. Merci, au revoir. Au Et revoir. rejoignez la FGC si c'est pas Ouais, déjà ouais, fait. tout à fait. Merci bien. Ouais, ce sera fait, ouais. Merci, hein. Au revoir. Merci, bye. au revoir.